Salut, c'est Xondor. Saviez-vous comment effectuer une bonne suite à une série? On effectue un prolongement de la saison précédente, mais sans forcément répéter les mêmes choses. Bienvenue sur ma chaîne, Xondor Kaelus. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison 2 de Buffy contre les vampires. Alors, contrairement à la saison 1, qui elle se composait de 12 épisodes, la saison 2, elle, se compose de 22 épisodes. Alors, j'aurais pu prendre un épisode en particulier, mais il n'y a que quelques éléments qui m'intéressent dans chaque épisode. Donc, je vais faire parler de la saison 2 dans son intégralité. Par ailleurs, je sais que de nos jours, il n'est pas forcément facile de connaître la série Buffy, surtout pour les plus jeunes. Donc, par respect pour eux, cette vidéo sera composée de parties spoiler et parties sans spoiler. Cependant, je risque fort de vous spoiler la saison 1. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous propose de la voir avant et de revenir sur cette vidéo après. Bah, j'attends. Ah, vous êtes toujours là? Donc je suppose que soit vous en fichez, soit vous avez vu la saison 1. Alors c'est parti pour le résumé de la saison 2, sans spoiler. Alors, que dire sur sa deuxième saison, sans spoiler? Ah, ce n'est pas évident. Pour commencer, nous reprenons à la suite de la saison 1. Le maître des vampires étant mort, il reste une place vacante dans le clan vampirique de l'ordre d'Aurelius, basé à Sunnydale. Cependant, l'arrivée fracassante d'un couple de vampires composé de la mystérieuse Drusilla et du fougueux Spike va irrémédiablement changer tout cela. Buffy et ses amis devront affronter des menaces aussi bien humaines que démoniaques. Mais le danger n'est pas forcément là où on le croit. Les apparences sont parfois trompeuses. Cette deuxième saison est tout simplement tout ce qui me plaît dans cette série. Elle reprend les bases de la première saison, tout en faisant évoluer les personnages, mais sans forcément être une redite de la saison précédente. Et c'est une marque de fabrique de cette série si particulière à mon cœur. Chaque saison de la série avait son propre Big Bad principal, son thème, son entrée de nouveaux personnages et son lot de drames. Tout cela en gardant en tête de faire évoluer ses personnages principaux. Si je devais résumer la saison 2 en quelques mots, sans en spoiler l'intrigue, ce serait la perte de l'innocence. Voilà, c'est tout ce que je pense être en capacité de vous révéler sans vous spoiler cette deuxième saison. Donc à partir de maintenant, c'est la zone 100% spoiler. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à aller à la conclusion, qui est garantie sans spoiler. Comme indiqué dans le chapitrage de la vidéo. À tout à l'heure. Comme je le disais, on reprend après les vacances d'été. Faisant suite aux événements de la saison 1, après la mort du maître, qui a laissé son squelette immaculé de blanc, contrairement aux autres vampires, seulement, avant de se faire embrocher, Heinrich Joseph Nest, de son vrai nom, dit le maître, avait également tué Buffy, avant que celle-ci ne soit secourue et qu'elle ne le tue lui-même. Cela laisse une marque indélébile entre ces deux adversaires, que sont la tueuse de vampires et le maître des vampires. Il s'agit également du thème principal du premier épisode. Bien qu'elle tente de le cacher à ses amis et à ses parents, Buffy reste profondément traumatisée par son court d'essai de quelques minutes. Elle devient mauvaise et hargneuse. Elle tente même de rendre jaloux son petit ami Angel, en faisant du charme à Alex. Des vampires sont alors envoyés par le juste des justes pour tenter de ressusciter le maître en kidnappant les personnes ayant été présentes lors de l'enterrement des os de celui-ci, c'est-à-dire Cordelia, Willow, Mademoiselle Calendar et Giles. Buffy, aidée d'Alex et Angel, arrive à temps pour libérer leurs amis, avant la cérémonie. Buffy massacre tous les vampires présents à la cérémonie. Elle décide alors de se libérer de toute sa rage et sa frustration en broyant le reste des os du maître à grands coups de maillet. Le premier épisode se termine sur le juste des justes qui garde une rancune profonde de petits garçons en colère contre la tueuse. À cette fin d'épisode, on pourrait croire que ce sera lui, le Big Bad de la saison 2. Mais que nenni! À partir de l'épisode 3, l'arrivée du couple de Spike et Drusilla à Sunnydale change la donne. Par ailleurs, on apprendra que Spike, anciennement surnommé William le Sanglant, aurait des liens de parenté avec Angelus. Si dans un premier temps, Spike accepte de travailler pour le juste des justes, en essayant d'exécuter la tueuse, qui se soldera par un échec évidemment, les rôles hiérarchiques vampiriques s'inversent bien vite, dès la fin du troisième épisode, lorsque Spike décide de renverser le juste des justes en l'exécutant tout simplement. Spike et Drusilla sont désormais à la tête des vampires de Sunnydale. Tout du long de la saison 2, Buffy et ses amis affrontent toutes sortes de menaces démoniaques, tout en essayant de gérer Spike et Drusilla. Lors du double épisode 9 et 10, Buffy accueille également une nouvelle venue, dans son Scooby Gang, Kendra. Kendra est également une tueuse de vampires, qui a été activée suite au décès de Buffy lors des événements du dernier épisode de la saison 1. Au début, les tensions entre les deux tueuses sont palpables, Kendra trouvant les méthodes de Buffy peu orthodoxes, voyant d'un mauvais œil la relation qu'entretiennent Buffy et Angel, le vampire de 250 ans doté d'une âme. Lors de ce double épisode, Spike kidnappe Angel pour effectuer un rituel vampirique dans l'espoir de restaurer la santé de sa bien-aimée, Drusilla, car Angel, dans sa période Angelus, a été le sire de Drusilla. Buffy et ses amis arrivent à temps pour sauver Angel, avant la fin du rituel. Buffy en profite pour faire écrouler un piano sur Spike. Après le départ des héros, Drusilla est en pleine forme, mais c'est désormais Spike qui est mal en point. Il doit se déplacer en fauteuil roulant. À la fin de l'épisode 10, les tensions entre Buffy et Kendra s'apaisent. Kendra retourne dans son pays faire un rapport à son observateur, et elle promet à Buffy de ne rien dire à propos de ce qu'elle a vu entre elle et Angel. Dans les épisodes suivants, les choses s'accélèrent, mais pas de la façon attendue. Alex et Cordelia entament une relation amoureuse, aux grandes dames de la pauvre Willow. Willow trouvera du réconfort auprès de Oz. Oz est un élève gentil, mais légèrement effacé. Mais Oz est également un loup-garou. Un ancien camarade de jeunesse de Giles, du nom de Ethan Rayne, devenu un sorcier amateur, nous en révèle un peu plus sur le passé mystérieux de Rupert Giles, qui était surnommé Reaper, avant qu'il ne soit membre du conseil des observateurs. Et le passé de Giles n'était pas très joyeux. Cela mettra à mal la relation naissante entre le bibliothécaire
observateur, et la professeure d'informatique technopaïenne Jenny Calendar. Mais Giles n'est pas le seul personnage à cacher un mystérieux passé. On en apprendra un peu plus sur le personnage de Jenny Calendar. Son véritable nom est Jenna Caldarache. Il s'agit en fait d'une bohémienne membre du clan qui ont maudit le vampire Angelus il y a un siècle de cela, en lui fournissant une âme pour le torturer pour des mauvaises actions qu'il a commis un siècle durant. Jenna a été envoyée à Sunnydale par son clan pour surveiller Angel, en veillant à ce qu'il ne connaisse aucun moment de bonheur. Un seul moment de bonheur pourrait rompre la malédiction et lui faire perdre son âme à nouveau. En faisant cela, Angel redeviendrait le terrible Angelus. Ce qui malheureusement finit par se produire lorsque Angel et Buffy donnent un peu plus de concret à leur relation. Angel redevient le maléfique Angelus. Alors qu'Angel est porté sur la bonté, Angelus est tout le contraire. Angelus est un être pervers, maléfique et malfaisant, qui prend un malin plaisir à faire du mal. Angelus s'en va rejoindre le clan de Spike et Drusilla. Son ancienne amante vampirique Darla étant décédée, Angelus prend un malin plaisir à faire du charme à Drusilla, sous les yeux de Spike, qui lui est toujours invalide dans un fauteuil roulant. Alors que Spike se contente d'être un vampire maléfique, basique, qui arrive tant bien que mal à survivre à la tueuse, même lui trouve qu'Angelus va beaucoup trop loin, en exécutant Jenny Calendar. Jenny Calendar qui tentait de se faire racheter auprès du Scooby Gang après la révélation de sa double identité, en effectuant une traduction du rituel de restitution d'âme à Angel. Avant de tuer Jenny Calendar, Angelus lâchera cette réplique, qui sera réutilisée plusieurs fois dans la série, pour nous désigner qui sont les personnages les plus maléfiques dans une saison. L'ordinateur, le texte. C'est comme si je tuais deux oiseaux avec la même pierre. Toi, tu es la cible numéro 3. Vertueuse. Et j'aurais besoin d'un petit remontant. Deux oiseaux, une seule pierre et... boum. Devine ce qu'il y a pour le dîner. Mon ex, et alors, peu importe. Il y a un lien. Tu la connaissais, on a un lien avec elle. Tu crois que Buffy ne va pas s'en rendre compte? Elle remontera jusqu'à nous en a rien de temps. C'était un accident. Peut-être qu'on devrait appeler ce random. Non, il a raison, Warren. On va aller à la police, d'accord? Non, pas question d'aller en tôle. On ne peut pas s'en tirer. Tôt ou tard, la tueuse découvrira qu'elle est morte. Alors le plus tôt sera le mieux. T'es malade ou quoi? Non, écoutez-moi. Non, tu vas te taire. On a deux problèmes. D'une part, le corps. Ensuite, la tueuse. Il y a peut-être un moyen de se débarrasser des deux en même temps. On ferait d'une pierre deux coups. La mort de Jenny est une tragédie pour Buffy et ses amis. Buffy décide d'écouter les conseils de son amie Kendra et d'arrêter Angelus, quoi qu'il en coûte. Angelus décide de réveiller le démon Akatla. Pour cela, il détourne l'attention de Buffy pendant que Drusilla et d'autres vampires kidnappent Giles, qui est le seul à savoir comment débloquer l'épée du torse de la statue de pierre. Durant le kidnapping de Giles, Kendra s'interpose. Elle est hypnotisée et tuée par Drusilla. Le reste de Scooby Gang est à l'hôpital. Buffy arrive trop tard pour sauver Kendra. Snyder prend un malin plaisir à lui faire comprendre qu'elle est renvoyée du lycée. Alors que Buffy est en état d'arrestation, elle prend la fuite. Entre-temps, Spike décide de changer de camp et s'en va rejoindre Buffy pour lui demander de l'aide afin d'arrêter Angelus et Drusilla. Sous le regard interloqué de sa mère, Joyce, Buffy exécute un vampire. Buffy dévoile son secret de tueuse de vampires à sa mère, qui refuse de comprendre. Buffy et Spike décident d'un deal. Si Spike l'aide à tuer Angelus, Buffy laissera Spike et Drusilla fuir Sunnydale. Ils ne remettront jamais les pieds. Alors que Buffy s'apprête à partir, elle est interrompue par sa mère Joyce, qui s'interpose et refuse de la laisser partir. Une violente dispute éclate. Juste avant que Buffy ne sorte, Joyce lui dit que si elle franchit cette porte, il ne sera plus question qu'elle y remette les pieds. Pendant ce temps-là, Giles est hypnotisé par Drusilla, qui prend l'apparence de Jenny Calendar pour lui soutirer des informations. Giles dévoile le secret pour déverrouiller l'épée d'Akatla. Seul le sang d'Angelus sur le manche de l'épée pour la déverrouiller. Pendant ce temps, Willow se réveille à l'hôpital. Aidé de Cordelia et de Oz, il décide d'entamer le rituel de restitution d'âme pour Angel, grâce au fichier sur la disquette laissée par la défunte Jenny Calendar. Willow charge Alex d'aller prévenir Buffy, ce qu'Alex se garde bien de faire lorsqu'il la croise, étant toujours jaloux d'Angel. La bataille finale a alors lieu. Alors qu'Angelus vient juste de sortir l'épée d'Akatla, Buffy intervient. Un combat à l'épée s'impose. Alex en profite pour sauver Giles, et Spike assomme Drusilla. Lors du combat entre Buffy et Angelus, le rituel de Willow fonctionne. Angelus redevient Angel, mais le seul moyen de refermer la porte d'Akatla est le sang d'Angel. À contre-cœur, Buffy demande à Angel de fermer les yeux, et elle le poignarde, ce qui a pour effet de refermer le portail, mais Angel disparaît également, envoyé dans une dimension démoniaque. À la fin de l'épisode, chez les Summers, Joyce lit une lettre laissée par Buffy sur son lit, et éclate en sanglots. Au lycée, on voit une Buffy observer de loin ses amis. Elle prend le bus pour quitter Sunnydale. Fin de l'épisode. L'introduction des personnages de Buffy dans le premier épisode m'a semblé être très méta dans son approche. Alors je sais bien sûr que Buffy s'adresse directement à Alex et Willow en les secourant d'un vampire, mais le fait que Sarah Michelle Gellar se tourne vers la caméra en s'exprimant face cam « Salut, je vous ai manqué », cela me donne l'impression qu'elle s'exprime directement au spectateur, qui a attendu impatiemment la fin de la pause entre la saison 1 et 2 durant l'été 1997. Je trouve cela très subtil. Alors je tiens à préciser que je donne seulement mon avis en tant que spectateur d'hier et passionné d'aujourd'hui. Je suis ni cinéaste ni cinéphile. Pour ce qui est de la production, je n'y connais absolument rien du tout. Apparemment, le tournage tout au long de cette série a été un véritable
véritable carnage. Engueulade entre les acteurs, engueulade entre Joss Whedon, engueulade entre les cascadeurs. Même Sarah Michelle-Gellar, il paraît qu'elle était pas facile. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir les vidéos de Binge Doctor ou de Gossip Gloss. Ils ont fait une vidéo en commun qui est très intéressante. Même si cela casse un peu le mythe autour de la série, il est important de pouvoir faire la différence entre la réalité du tournage et l'œuvre de fiction à l'écran. Cette saison 2 a été très appréciable à revisionner pour la énième fois, que ce soit l'évolution des personnages ou le scénario. Tout est parfaitement orchestré sans être un copier-coller de la saison 1. N'est-ce pas, monsieur J.J. Abrams et votre Star Wars épisode 7? Ce qui n'est pas le cas de toutes les saisons de cette série. Notamment la saison 5, que tous les fans acclament. Mais cela sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Il y a bien quelques défauts, malgré tout, mais c'est surtout dû à l'époque, des effets spéciaux un peu bancals quand on regarde aujourd'hui, même certaines incohérences à propos des vampires. Comment Spike peut-il étouffer Drusilla si les vampires n'ont pas de souffle? Si les vampires ne se reflètent pas dans un miroir, comment peut-on les filmer avec un caméscope? Cela soulève également une autre question. Que les vampires n'aient pas de reflet dans un miroir, ok, admettons, mais pourquoi leurs vêtements aussi? Certains faux raccords entre les cascadeurs que l'on aperçoit lorsque l'on fait pause. Et puis, je n'ai toujours pas compris le principe d'Akatla. En quoi le sang d'Angelus ou d'Angel est la clé? Et pourquoi le démon reste-t-il toujours figé en une statue de pierre lorsqu'on le retire l'épée? Enfin, ce que je trouve personnellement une incohérence n'est peut-être pas une pour d'autres. Peut-être aussi que j'ai complètement tort. Cela dit, tout ceci n'est rien en comparaison du magnifique scénario et des flashbacks qui ponctuent cet épisode final, qui nous transporte en nous faisant oublier tous ces petits détails. Je trouve que la trame du scénario est très bien construite, pour ce qui sert de fil rouge entre les épisodes. On nous change les données dès l'épisode 3, en supprimant le juste des justes en le remplaçant par Spike et Drusilla. Tout du long de la première moitié de la saison 2, on nous laisse croire que ce couple vampirique sont la menace principale, jusqu'au moment fatidique, lorsqu'Angel redevient Angelus. Et là, c'est le drame. Tout bascule pour Buffy et ses amis. Je me rappelle avoir été très choqué par l'assassinat de Jenny Calendar par Angelus, et je pense que c'est également le cas pour de nombreux fans. En commettant cet acte, et surtout en prononçant cette réplique culte, c'est comme tuer deux oiseaux avec la même pierre, Angelus est instantanément devenu la menace principale, le Big Bad de la saison 2. Le sacrifice que doit effectuer Buffy à la fin de la saison, dans un épisode, est fort en émotion. Sacrifier l'amour de sa vie pour sauver le monde. Une idée qui sera reprise des années plus tard, à la fin de la saison 2 de la série Supergirl. Il y a aussi le fait que si Angel connaît un seul moment de bonheur, cela lui fasse perdre son âme. Cette idée est devenue en quelque sorte le credo des personnages de cette série. Si un personnage commence à être heureux et à s'en sortir dans la vie, tu peux être sûr qu'il va lui arriver un malheur. Mais il s'agit des autres saisons de la série, que je ne spoilerai pas ici. Durant cette saison 2, nous avons également droit à la mort charismatique de deux personnages. Et encore, si vous savez à quoi on a échappé, je vous invite fortement à aller voir les vidéos du Binge Doctor pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Le professeur Jenny Calendar, que j'ai évoqué précédemment, qui était assassiné par Angelus, mais également la deuxième tueuse de vampires, Kendra, qui a été tuée brutalement par la vampire Drusilla. Certes, la mort de ce personnage secondaire est moins impactante que celle de Jenny Calendar, cependant, cela aura des répercussions sur la saison 3, en activant la tueuse Face. Mais ça, c'est encore une autre histoire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, savez-vous que l'actrice Bianca Lawson avait d'abord auditionné pour le rôle de Cordelia Chase? Je serais curieux de savoir ce que ça aurait pu donner. Bon, je suis pas en train de critiquer l'interprétation de Charisma Carpenter, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a pu donner avec Bianca Lawson. L'apparition de Kendra permet également d'étoffer la mythologie autour des tueuses de vampires. Si l'une d'elles meurt, l'autre tueuse sera automatiquement activée. Le point fort de cette saison 2, c'est également l'évolution des personnages principaux et l'arrivée des nouveaux personnages. Buffy Summers. En tant que personnage principal de la série, elle se doit évidemment d'évoluer. La saison 2 nous apprend que dans sa jeunesse, Buffy était fan de Superman. Il y avait déjà plein d'allusions durant la saison 1, renforçant le côté super-héroïne de Buffy. Quand elle était petite, elle se faisait même surnommer Supergirl par sa cousine, qu'elle n'a pas pu sauver malheureusement. Son personnage a subi d'énormes déceptions durant cette saison 2. La transformation d'Angel en Angelus, le fait de se faire exclure du lycée, également le refus de sa mère Joyce d'accepter que sa fille soit la tueuse. Tout ceci poussera Buffy à quitter Sunnydale en fin de saison 2. Willow Rosenberg. Je ne veux pas vous mentir. Ce personnage est et restera mon personnage préféré de la série. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne entre le parallèle entre Willow Rosenberg et Jean Grey des X-Men. Je me suis beaucoup identifié à ce personnage durant ma jeunesse. L'évolution de Willow restera pour moi la plus fulgurante de la série. Durant la saison 2, Willow devra surmonter le fait que Alex, dont elle est amoureuse depuis la maternelle, a une liaison avec Cordelia. Pour se consoler, elle ira dans les bras de Oz, le loup-garou. Mais le plus important pour Willow durant cette saison 2 est sa transition en future sorcière, après avoir réussi le sort de restitution d'âme à Angel, qui était devenu Angelus. Cette métamorphose sera beaucoup plus exploitée dans les saisons suivantes. Alex Harris, ou Xander Harris, ça dépend de la VO. Ah, ce personnage est peut-être celui qui m'intéresse le moins. Bien que nous portons le même prénom, je ne m'identifie pas vraiment à lui. Alors oui, il est drôle et attachant, il enchérit la série avec des références à la pop culture de l'époque, mais j'ai toujours eu du mal avec cette jalousie permanente entre Alex et Angel autour de Buffy. Le personnage d'Alex aura une meilleure évolution dans les autres saisons. Mais pour ce qui est de la saison 2, j'ai l'impression qu'il n'est juste qu'un moyen de faire évoluer Cordelia et Willow. Mais cela dit, j'ai toujours adoré l'épisode Un charme déroutant. Il me fait toujours autant rire. Cordelia Chase. Ce personnage reste fidèle à elle-même, bien que son rapprochement avec le Scooby Gang l'attire progressivement vers Alex. Ce que j'adore personnellement avec ce personnage, c'est qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle permet de faire un lien avec le spectateur en ajoutant un brin d'humour. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle casse le quatrième mur, mais ce n'est pas loin. Le personnage de Cordelia sera beaucoup mieux développé dans la série Angel. Regardez la série Angel.
Rupert Giles. En tant que menteur observateur de la tueuse de vampires, Buffy Summers, le personnage de Rupert Giles se doit également d'évoluer. La perte de Jenny a été dramatique pour lui, on le voit même péter les plombs. Mais en tant que seul adulte responsable dans ce groupe d'ados, il se doit de rester fort et d'affronter son deuil la tête haute. On en apprend également un peu plus sur le passé de Giles dans cette saison 2, via le personnage d'Ethan Rayne dans l'épisode 6, Halloween. Pour ma part, il s'agit du tout premier épisode de Buffy que j'ai vu. Mais également dans l'épisode 8, La phase cachée. Durant sa jeunesse, Rupert Giles était un rebelle. Il ne voulait pas suivre la voie des observateurs, toute tracée pour lui par sa famille. Il s'est tourné vers l'occultisme et se faisait surnommer Reaper, en réveillant le démon Aigon qui massacra plusieurs de ses camarades, dont les rares escapés étaient Rupert Giles et Ethan Rayne. Le démon Aigon viendra les hanter des années plus tard, mais il sera vaincu en voulant prendre possession du corps d'Angel qui était déjà possédé par un démon depuis 250 ans. Alors je trouve un peu incohérent le fait qu'au départ on nous présente Giles bredouillant et maladroit juste à l'idée de devoir inviter Mademoiselle Calendar à sortir. Et c'est pour découvrir qu'en fait, dans sa jeunesse, c'est un rebelle sans aucun complexe. Surtout si on apprend en comparaison l'aperçu qu'on a pu voir dans l'épisode 6 de la saison 3. Effet chocolat. Mais bon, ça c'est encore autre chose, qui fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, je trouve que le personnage de Giles est très bien écrit, que l'acteur Anthony Stewart Head le joue à merveille. Angel. Oui, j'aime bien prononcer Angel et non Angel. Parce qu'en fait, il faut comprendre que je suis fan de la chanteuse Angel. Et j'ai pas envie de confondre les deux. Le personnage d'Angel est très important dans la saison 2. Au-delà d'être l'amour du personnage principal de Buffy Summers, Angel devient également sa principale menace, en perdant son âme en devenant Angelus. Le jeu d'acteur de David Boreanaz, lorsqu'il change de personnalité, est bluffant. Et je soupçonne même Boreanaz de prendre plus son pied à être dans la peau d'Angelus que de celle d'Angel. Lors de la deuxième saison, on en apprend un peu plus sur son passé, de sa rencontre avec Darla, la vampire qui l'a vampirisée, à sa rencontre avec la jeune Drusilla, qu'il a pris un malin plaisir à rendre folle avant de la vampiriser à son tour, jusqu'à la malédiction des Bohémiens, en 1897, à son observation furtive de Buffy au lycée Emory, à Los Angeles, lorsque celle-ci venait juste d'apprendre sa destinée de tueuse de vampires. Mais tous ces détails sont bien sûr bien mis en avant dans la série Angel. Regardez la série Angel. Le personnage d'Angel a un arc narratif très intéressant dans les 2 premières saisons de la série Buffy. Pour la saison 3, c'est un autre sujet. Heureusement, il y a eu la série Angel. Regardez la série Angel. Les nouveaux venus. Oz. De son vrai nom, Daniel Osborne, est le guitariste stoïque, ironique et taciturne du groupe Dingoes Hot My Babies. Il devient le petit ami de Willow et s'avère être un loup-garou. Ses noms et surnoms sont une référence au musicien Ozzy Osbourne. Ce personnage masculin, au contraire d'Alex, qui parle tout le temps, est calme et réservé. J'apprécie beaucoup ce personnage, car il permet de rehausser le personnage de Willow. Oui, Willow est et restera mon personnage préféré de la série. Et ne demandez pas de choisir entre les couples Willow Oz, Willow Tara, Willow Kennedy. Je refuse d'entrer dans ce débat. Je sais que cela passionne les fans entre les Bangel, Buffy Angel et les Spuffy, Buffy Spike, mais pour ma part, pour ce qui est des couples de Willow, je pense que chacune de ces personnes a apporté du bien à Willow quand elle se sentait mal. Et c'est ça le plus important. Spike et Drusilla. Il s'agit du couple Bonnie and Clyde de la série à ce moment-là, durant la saison 2. Leur arrivée à Sunnydale annonce un renouveau, mais en même temps du chaos. Et comme le souligne Spike durant le dernier épisode de la saison 2, il n'est pas si mauvais que cela, c'est juste dans sa nature. Détruire le monde ne lui procurerait aucun plaisir, ce qui est tout le contraire d'Angelus, qui lui est le mal incarné, bien au-delà de sa nature vampirique. Pour ce qui est de Drusilla, Angelus l'a vampirisée, mais avant cela, il l'a rendue folle, ce qui explique pourquoi elle a toujours l'air un peu perché. Je me rappelle avoir lu quelque part que si Drusilla avait des visions, c'était parce qu'elle était destinée à devenir une tueuse, avant l'arrivée d'Angelus dans sa vie. Pour Spike, ses origines vampiriques durant la saison 2 sont assez floues. On nous dit juste qu'il fait partie de la famille d'Angelus. Plus tard, dans les autres saisons de la série, on découvrira que c'est Drusilla qui l'a vampirisé. Durant la saison 2, on nous disait également qu'il aurait tué déjà 2 tueuses de vampires, ce qu'on découvrira lors des flashbacks dans les autres saisons. Le personnage de Spike sera un peu mieux développé dans les autres saisons, y compris dans la série Angel. Regardez la série Angel. Pour Drusilla, elle reviendra, mais ce sera moins fréquent que pour Spike. En dehors des vampires, la saison 2 a également la particularité de nous fournir toute une galerie de créatures et de monstres qui renforcent le côté mythologique de la série. Parmi ces créatures, il y a Daryl Epps, un mort-vivant, une sorte de créature de Frankenstein, ressuscité par son petit frère. Il y a également une momie Inca, des étudiants qui vouent un culte à la créature de Makido pour leur faire venir plus de richesses. Également l'arrivée de Ethan Rayne, un sorcier maléfique. Il y a également des loups-garous, dont le personnage de Oz. Également des robots avec Ted, les œufs surprises, une créature démoniaque qui vit dans le sous-sol de Sunnydale et qui crée des œufs, enfin qui pond des œufs, et avec ça il peut contrôler télépathiquement les humains. Le juge, dans le double épisode Innocence, les hommes poissons. Mais également le Derkinsterstud,
Une sorte de croque-mitaine qui s'en prend uniquement aux enfants malades. Conclusion sans spoiler. Donc, comme je le disais au début de cette vidéo, cette saison 2 a beaucoup de qualités en nouveautés et en apport à la série Buffy. Elle est un prolongement de la saison 1, mais pas forcément une réédite de cette dernière. Joss Whedon se permet même de faire un cliffhanger à la fin du dernier épisode de la saison 2, nous laissant une fin ouverte et des pistes pour la saison 3. Cependant, cela ne veut pas dire pour autant que la saison 2 est exempte de défauts. Au jour d'aujourd'hui, je comprends parfaitement que l'on puisse se sentir réticent à la vue de cette vieille série, qui a plus de 20 ans maintenant. Des effets spéciaux, dépassés, des scènes un peu kitsch, des dialogues parfois un peu niais. Alors je ne vais pas vous mentir, tous ces petits défauts que je viens de souligner, je les oublie facilement face à la nostalgie que me procure cette série, devenue culte à mes yeux et à mon cœur. Je vis Buffy. Je suis passionné par cette série. Cette série est un médicament qui m'a permis de m'évader, n'oubliant les problèmes du quotidien, mais de façon intelligente. Non mais sérieux, je vous jure, hein. J'en ai vu des séries TV depuis, mais aucune ne m'a procuré autant de plaisir que l'univers de Buffy. Bon ok, peut-être Supernatural que j'ai découvert un peu plus tard. Mais si Supernatural m'a plu, c'est uniquement parce que ça ressemblait à Buffy. Et plus j'y pense, et plus je me dis que cette série était très bien écrite. Quand on prend en comparaison des séries de la même époque, comme Charmed ou Smallville. Alors j'en ai rien contre les fans de Charmed. Et je kiffe Shannon Doherty. Il faut savoir que le principe de la série Charmed était de surfer sur la vague de surnaturel procurée par Buffy, et de faire concurrence à cette dernière sur une chaîne concurrente. Pour Smallville, j'adore cette série. Elle a énormément contribué à me plonger dans l'univers des comics DC, en particulier le personnage de Superman. Mais au-delà de surfer sur les origines de Superman, la série Smallville est hélas bien pauvre en originalité. Je soupçonne même certains épisodes de Smallville d'avoir été directement inspiré par Buffy. Voilà, cette vidéo à présent terminée. Alors je vous invite fortement à regarder la saison 2 de Buffy contre les vampires, soit en DVD, ou soit sur Disney+, c'est disponible pour le moment, mais également la série Angel, qui est disponible également en DVD, mais également sur Disney+. À l'intégrale, alors forcément, pas d'excuses pour pouvoir regarder cette série. Mais également, si vous voulez avoir plus d'informations sur la série Buffy, en particulier sur la saison 2, je vous invite fortement à vous procurer le guide qui était disponible à l'époque aux éditions Fleuve Noir. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais également le guide des monstres, est également disponible aux éditions Flamme Noire. Mais comme tout ça, ça a plus de 20 ans, je sais pas si c'est encore disponible de nos jours. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et puis, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook, les vidéos de Zone d'Or. Il y aura un lien en description. Mais également sur ma page Instagram, Zone d'Or Kélius. Il y aura également un lien en description. Et voilà. Salut! On va se parler gentiment. Au secours! Des grenouilles! Au secours, des grenouilles! Attrapez-les! Elles me sautent dessus! Partez! Partez, les grenouilles! Oh, j'aime pas, c'est bête! Mais non, c'est pas elle, c'est l'autre. Dans la mare, les grenouilles! Tu ne vas pas gagner. Mais la partie n'est pas finie. Mon ami Akatla se réveille, il est prêt à t'emmener en enfer. Garde-moi une place.